Madame, Monsieur, bienvenue à notre émission. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Joseph Cardella, professeur de philosophie au lycée des Mascareignes, initiateur des Cafés Philo et de l'Université populaire à l'île Maurice. Joseph, vous avez fait des études de philosophie et histoire des idées. Pourquoi la philosophie? Alors, pourquoi la philosophie? Parce que la philosophie pose des questions, pose pas mal de questions. Pas des questions, ça peut être des questions courantes, mais c'est aussi des questions dont on ne pense pas vraiment, mais ça apporte aussi des réponses. Et c'est ça qu'il faut bien préciser, parce que souvent on parle de la philosophie comme une discipline qui pose des questions et qui ne répond pas forcément. Et ben là justement, les réponses sont aussi intéressantes, sinon encore plus, que les questions. Alors maintenant, il y a plusieurs réponses, évidemment, c'est ça qui fait qu'on peut relativiser justement. Mais c'est après par rapport au sens qu'on veut donner à sa vie, aux questions existentielles qu'on peut se poser, que des philosophies existent depuis très longtemps. Hein, vous avez fait un DEA sur la philosophie, mais vous faites en ce moment un DEA sur la réaction de la presse aux événements Kaya. Kaya, oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Enfin non, disons que j'avais commencé à faire et j'ai arrêté malheureusement, faute de temps. Mais oui, j'étais d'ailleurs en France à l'époque et je m'intéressais déjà beaucoup à Maurice. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir comment la presse mauricienne traitait des événements Kaya, mais non seulement de l'événement Kaya, non seulement tout ce qui a pu se dire, bien sûr, tout ce qui a pu s'écrire, mais aussi les catégories employées, les catégories ethniques, socio-ethniques employées. Pour ça. Alors, c'est-à-dire comment la presse mauricienne, dans un pays multiculturel, communaliste, où il y a le communalisme qui est présent, comment la presse traite de cela? Et est-ce qu'elle est le reflet de l'histoire et de la politique mauricienne, ou est-ce qu'elle essaie de cacher ça, ou pas de cacher, mais d'éviter d'en parler? Donc voilà, c'était ça qui m'intéressait en fait. Et justement, quelle est la réponse à cette question et comment est-ce que la presse a réagi et continue à réagir, puisque nous sommes à l'époque du 10e anniversaire de cet événement tragique? Bon, je crois que moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que on parle du 10e anniversaire de la mort de Kaya, on parle du chanteur, on parle du Ségué, du créateur du Ségué, donc il y a tout ça qui est important, mais on axe un peu plus, à mon avis, sur le chanteur, mais on axe, à mon avis, peut-être un peu moins sur toutes les questions que ça a posées. Hein, donc c'est des problèmes sociaux, politiques, donc c'est un peu plus lourd. Et ça, on en parle, je crois, pas assez. Je ne dis pas qu'on n'en parle pas, puisque dans la presse, j'ai quand même vu qu'il y a quelques articles, il y a quelques personnes qui prennent la parole et qui expliquent, qui donnent leur point de vue et qui disent que, voilà, on devrait parler de l'affaire Kaya, enfin de Kaya, pas seulement comme un chanteur, ce qu'il était, c'est vrai, mais aussi l'événement qui a eu lieu et le malaise, les problèmes qui sont là et qui ont vu le jour à partir de cet événement. Et cet événement a donné naissance justement à un mouvement créole qui continue de nos jours. Est-ce que vous percevez ce mouvement comme étant un mouvement politique, social ou culturel? C'est les trois à la fois, je crois. C'est les trois à la fois. Bon, social, oui, il y a toujours un problème social. Il y a un problème de pauvreté. Donc, alors, comme l'ont dit certains dans la presse, par exemple, ne mettre dire que la pauvreté ne concerne qu'une seule communauté, c'est un peu problématique, parce que la pauvreté ne concerne jamais qu'une seule communauté. Mais il est vrai que dans le contexte mauricien, cette communauté-là, le passé qu'elle a eu, c'est vrai que ça pose des questions et que c'est normal qu'il faille en parler aussi. Donc, vous voyez, c'est à double tranchant toujours. Donc, c'est normal qu'il faille en parler puisque, une partie de la population la plus défavorisée, c'est la partie de la population qu'il faut toujours avoir sous les yeux pour savoir, avoir sous les yeux, c'est-à-dire parler des problèmes, en parler. Mais pas seulement en parler pour crier forcément, mais en parler pour en faire quelque chose. C'est pour ça que je me permets de penser à l'initiative de Justice et Réconciliation, je crois, ou Vérité et Réconciliation, je ne me rappelle plus,
qui a été mise en place. Bon, on ne sait pas trop où ça en est pour l'instant. Et il y a le professeur Robert Shell qui est de l'université qui vient d'Afrique du Sud et qui dirige ça. Ben, lui proposer une solution intéressante, enfin à mon avis, c'est qu'au lieu de dédommager les descendants d'esclaves, ce qui serait quelque chose de très compliqué à faire, à mon avis, au lieu de dédommager ça, il suffirait de mettre en place de l'argent, des moyens pour créer des écoles, des hôpitaux, donc tout un tissu en fait socio-culturel qui permettrait qui permettrait l'accès plus facile à des gens qui sont des catégories sociales qui sont loin de la culture et de l'éducation. Vous enseignez la philosophie au lycée des Mascareignes. Vous êtes ici depuis 2001, donc vous êtes presque mauricien. Oui, on peut dire. Est-ce que les jeunes mauriciens s'intéressent à la philosophie, en fait? Oui, les mauriciens et les élèves que j'ai, bien sûr, ils s'intéressent. Alors, bien sûr, il y a toujours, comme dans toutes les disciplines, toujours une partie qui s'intéresse plus, une autre moins. Mais bien sûr qu'il y a un intérêt, surtout que c'est une discipline qui est vraiment différente des autres. C'est une discipline où on traite de choses dont aucune autre discipline ne traite. On pose des questions dont aucune autre discipline ne pose. Donc tout ça fait que, oui, il y a des étudiants intéressés, bien sûr. Alors justement, vous avez lancé, je pense en 2006, les cafés philo. Oui. Alors d'où vient cette expression, café philo? Comment est-ce que les cafés philo ont débuté en France et comment ça se porte à l'île Maurice? Alors, donc oui, les cafés philo sont nés en 92, c'est né à Paris, et à partir de là, les gens ont trouvé l'expérience intéressante à faire, et ça s'est propagé dans toute la France, et ça s'est propagé après un peu partout dans le monde. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des cafés philo qui sont présents un peu partout, en Inde, en Chine, au Japon, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Alors, c'est quoi le café philo? L'idée est très simple, c'est de se réunir, n'importe qui peut venir. Il y a un sujet, un thème ou un sujet qui est traité, et les gens prennent la parole, posent des questions, donnent leur opinion, et à partir de là, tout le monde s'exprime, enfin tous les gens qui veulent s'expriment. Et le but, c'est d'être décontracté. Parce qu'un café philo, ça veut dire, il y a le mot café dedans, donc on est dans un bar, c'est ça à l'origine, on est dans un bar et donc on est décontracté. On boit son petit café, son petit jus, on est décontracté. Et on a un animateur qui n'est pas un conférencier ni un professeur qui va faire que parler et dont on ne va faire qu'écouter, mais les gens interviennent, interpellent l'animateur, s'interpellent entre eux, et en fait, autour de thèmes philosophiques, sur la justice, sur la politique, sur le rôle de la femme, le rôle des enfants, enfin on peut imaginer toutes sortes de sujets, vraiment toutes sortes de sujets. Et alors ces cafés qui ont pris naissance à l'époque de la Révolution, ou même avant, il y avait des cafés où les jacobins se réunissaient, où les philosophes comme Voltaire, Rousseau se réunissaient, dont le café Procope. Est-ce qu'il a pris de l'essor à l'île Maurice? Est-ce que les gens s'intéressent à ce genre de discussion ouverte et partagée? Oui, il y a des gens qui sont intéressés, qui viennent, ces gens savent qu'on peut discuter, on peut s'interpeller, on peut échanger, on peut dialoguer. Ils le savent, ils viennent. Donc il y a quand même un groupe de personnes qui est intéressé. Alors bon, maintenant évidemment, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de monde, on n'a pas les 50, 60, 90, 100 personnes qu'on a dans certains cafés philo dans le monde. Mais bon, peut-être que ça va venir, on garde espoir. Mais c'est peut-être parce que vous faites les cafés philo à Curepipe, au Centre culturel d'expression française. Il faudrait peut-être le faire dans les bistrots, où le vin, le rhum échaufferait un petit peu les esprits, non? Je sais, peut-être pas. Enfin, l'alcool, je pense qu'il faudrait peut-être limiter, on va dire, parce que, pour la simple et bonne raison que, on est contracté. Il ne s'agit pas de faire la fête c'est pas une ambiance festive. On n'est pas là pour faire la fête. On est là pour discuter, échanger. Ça ne veut pas dire que ça doit se faire dans la monotonie, bien sûr, mais bon.
Et qui vient à ces cafés phileux? Ce sont des jeunes, des vieux, des moins oui, vieux? un peu. Il y a des jeunes, des étudiants d'université, il y a des gens qui travaillent de tous âges, il y a aussi des retraités, donc il y a un peu tout le monde. D'accord. Et donc, après les cafés phileux, vous avez initié l'université populaire. Alors, pourquoi cette appellation, université populaire, et pourquoi ne pas avoir créé, par exemple, une école populaire ou un collège populaire Oui. Quelle est la différence entre cette université populaire et d'autres établissements, par exemple, à l'île Tout à Maurice? fait. Alors, un petit historique. Bon, l'université populaire, cette idée a été lancée, ou disons est née au XIXe siècle en Europe du Nord. Par exemple, le Danemark il y a un pasteur danois a créé cette idée, enfin un des premiers peut-être, de populariser la culture. Populariser, ça veut dire aussi aller dans des couches sociales qui n'ont pas de contact avec le savoir et la culture. Ou avec un certain savoir, une certaine culture. Et donc après, dans le contexte français, à l'époque de l'affaire Dreyfus, à la fin du 19e siècle aussi, donc l'affaire Dreyfus, c'est ce militaire qui a été jugé, et ça a créé une grande polémique et un grand problème en France, puisque on l'attaquait plus sur ses origines, sur le fait qu'il soit juif. Donc c'était un climat de racisme, d'antisémitisme, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont voulu répondre à ça, réagir, c'est-à-dire que on vit du racisme, donc il faut absolument que la culture et le savoir permettent à ce qu'on puisse expliquer les choses, on puisse développer, on puisse parler, dialoguer, puisque c'est souvent comme ça, c'est très souvent manque de dialogue, méconnaissance de l'autre qui fait qu'on arrive à ce genre souvent en tout cas, ce genre de problème. Donc voilà, c'est né un petit peu dans ce contexte-là, et en fait, tout récemment, en 2002, le philosophe Michel Onfray, en France, a recréé l'université populaire telle qu'elle existe dans quelques pays, en France, et puis dans quelques pays, dont Maurice, et on est exactement dans cette optique. Alors l'optique, c'est quoi? Donc oui, justement, l'optique, c'est donc université populaire, c'est de faire des conférences-débats avec des disciplines universitaires, avec une certaine rigueur universitaire. Par exemple? Je fais la philosophie, la littérature, l'histoire de l'art, le cinéma, le journalisme, la psychologie, la sociologie, l'économie, tous les sujets. Hein, on ne fait pas tous les sujets, on n'a pas encore, mais on en fait pas mal, une dizaine quand même. Donc le but, c'est d'arriver à présenter ça au public, mais pas comme si on était à l'université, c'est-à-dire pas d'une manière technique, compliquée, mais d'une manière la plus dépouillée possible, la plus abordable possible pour le public. Alors, les conférences-débats durent 2 heures. Chaque conférence-débat dure 2 heures. 1 heure, l'intervention du professeur ou de l'intervenant, et l'autre heure, le public intervient, pose des questions, réagit, propose un débat. Donc vous voyez, le but, c'est que le public n'est pas du tout... c'est pas un auditoire qui après finit 1 ou 2 questions, on remballe tout et on s'en va. C'est pas du tout ça. C'est vraiment pour que le public intervienne. Donc ils ne sont pas passifs. Non. Ils écoutent, ils posent des questions, Exactement. Ils engagent un débat. Exactement. Et c'est vous qui faites tout ça, histoire, sociologie, politique? Non, évidemment, non. Ben justement, j'ai monté ça en octobre 2007, avec Dan Djadjari, Laurent Dubourg et Véronique Garrick, qui sont des proches collaborateurs. On a mis ce projet en place. Et puis, alors le but, c'est d'ouvrir ça à tout le monde. C'est gratuit, totalement gratuit. En contrepartie, il n'y a pas de diplôme ni de certificat que l'on donne. C'est totalement ouvert, oui. Totalement ouvert, totalement gratuit. Les gens viennent parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils ont envie de connaître, d'apprendre et d'intervenir aussi, parce qu'il y a aussi le fait de pouvoir prendre la parole et de poser des questions, de réagir, de dire mais à quoi ça sert telle chose, pourquoi. Vous voyez, donc il y a toutes sortes de questions qui peuvent venir. Et les professeurs sont bénévoles. Alors voilà, tous les intervenants de cette université populaire sont bénévoles. Donc c'est ça que... Et là, on est vraiment dans l'esprit du philosophe Michel Onfray qui a créé cette université populaire en 2002. Et le but, c'est donc des cours gratuits.
des conférences débats gratuites, des intervenants bénévoles et ouverts à tout le monde. Et pas de diplôme. Mais pas de diplôme, pas de diplôme. Alors, oui, à la fin d'une année de cours, en fait, ça a démarré en 2007. En 2007, c'est ça. Ce sont les mêmes qui reviennent à chaque fois ou vous avez un auditoire tout à fait différent semaine en semaine? Il y a un petit noyau de gens qui viennent à peu près tous les cours et puis après, il y a des gens qui sont intéressés par la littérature, ils vont venir qu'à la littérature, d'autres qui sont intéressés par l'art, l'histoire de l'art, ou le cinéma, ou... ça dépend des sujets. Donc, est-ce que ce n'est pas en fait rabaisser un peu le peuple que de dire bon c'est une université populaire, c'est-à-dire que les gens qui d'habitude ne vont pas à l'université, ne vont pas faire des cours, peuvent venir à ces cours-là? C'est juste une question que je me pose. Non, c'est une bonne question parce que ça permet de réfléchir sur l'université populaire. Le mot populaire a deux sens. Il a le premier sens. C'est la culture populaire, c'est-à-dire les milieux populaires, donc les milieux ouvriers, les milieux défavorisés, les milieux... C'est à ce sens-là, populaire. Mais ça a un autre sens aussi, c'est ouvert à tous. Quand on parle par exemple du rock, comme on parle d'un chanteur populaire ou une star populaire, on ne dit pas que c'est quelqu'un qui s'adresse qu'aux classes défavorisées, il s'adresse à tout le monde. Mais c'est exactement ce que c'est que l'université populaire, elle veut s'ouvrir à tout le monde. Alors, bien sûr, il y a toujours des difficultés à atteindre des gens à faire venir des gens qui ont peut-être pas les moyens de se déplacer aussi, parce qu'on est à Port-Louis, on est à Rosille, hein, on n'est pas partout. Des gens aussi qui n'ont pas eu de rapport avec le savoir, avec la culture, qui n'ont pas eu un rapport donc facile. Donc c'est vrai que bon, on a du mal. Et où se passent ces cours? À Port-Louis? Alors, à la municipalité de Port-Louis et à la municipalité de Beaubassin-Rosille. Et vous avez un certain soutien du gouvernement, de la municipalité? Voilà, la municipalité nous ouvre les salles et comme nous proposons des choses totalement gratuites, donc elle nous aide, enfin elle nous ouvre la salle, elle nous laisse le matériel pour le projecteur, elle nous laisse le micro et donc on peut... Alors, pourquoi choisir des mairies? Parce que la mairie, c'est la représentation politique d'une ville, ou d'un ensemble de villes. Donc en fait, une mairie, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Une mairie, ça appartient à tout le monde, entre guillemets. Hein, comme l'État, les services de l'État doivent appartenir à tout le monde, pas à des gens, à certains gens et pas à d'autres. Quand la télévision publique, par exemple, elle ne s'adresse pas qu'à telle population ou telle autre. La télévision publique s'adresse à tout le monde. Donc, vous voyez, déjà, dans le service public, vous avez cette idée. On va peut-être un peu plus loin que cette idée, puisqu'on essaye de proposer des cours ou des conférences. Hein, c'est ça qui fait peut-être... Alors, pourquoi ne pas transporter ces cours dans les petites villes comme Souillac, Maillebourg, oui, bien sûr. Et alors, dans le Nord. Je crois pour l'instant manque de moyens, manque de gens aussi qui pourraient aller peut-être dans les villages pour mettre en place ce genre d'échange avec les gens sur un sujet. On pourrait faire du cinéma, on pourrait faire du journalisme, on pourrait faire de la littérature, on pourrait faire de la politique au sens large. On pourrait faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Parce que le cinéma, ça intéresserait presque tout le monde. Oui, bien sûr. Et ensuite, il faudrait peut-être que le gouvernement vous donne des moyens financiers de le faire. Possible, tout à fait. Parce que je sais qu'il y a des ministres qui ont assisté à vos conférences, qui ont même bénéficié. Ils ne viennent pas assez souvent. Oui. Il faudrait qu'ils viennent plus souvent à écouter de la philosophie. Non, mais c'est vrai que certaines personnes ont permis à ce que par exemple, le maire de Port-Louis, à l'époque, en 2007, nous a ouvert la mairie en disant c'est un projet magnifique. Voilà, vous avez mon accord maintenant. On se met d'accord un petit peu pour savoir ce que ça va coûter à la mairie, mais l'accord de principe est là, quoi. Donc, alors en moyenne, vous avez combien de personnes pour une conférence? Ça dépend des conférences. Ça peut aller de 10-15 personnes et ça peut aller jusqu'à 20, 30, 40.
ça dépend. Et c'est le nombre qui importe ou c'est la qualité de l'auditoire? Pas du tout, c'est la qualité de l'auditoire. Les gens qui viennent, c'est des gens qui ont envie de venir. Et donc c'est ça qui est important, hein. C'est avoir envie de venir. Ou même on essaye, on se dit tiens, je vais voir ce que ça donne, c'est nouveau. Alors puis il y a des gens qui vont rester, d'autres qui vont pas revenir. Mais en général, les gens qui viennent, je crois, reviennent en tout cas. Quand elles ont la possibilité, elles reviennent parce qu'elles voient que il y a un échange, il y a un exposé qui est intéressant souvent, je pense, c'est à elle de le dire d'ailleurs, mais surtout il y a un échange après, des questions, une intervention. Le public intervient, il est là, il est présent. Et ça, c'est très important. Alors en 2 ans, est-ce que cette idée a grandi? Est-ce que le nombre s'est augmenté ou est-ce qu'il y a plus de cours? Je pense que ça reste à peu près pareil, peut-être. Plus de cours, oui. On a des disciplines qu'on n'avait pas. Par exemple, on a une intervention en économie. Voilà, donc on reste toujours ouvert à d'autres interventions. On va voir, hein, si on peut faire de la philosophie orientale ou si on peut présenter d'autres contenus, hein, mais ça, il faut bien sûr que des gens soient intéressés, enfin des intervenants puissent dire voilà, moi je me sens capable de faire ça et on va voir. Est-ce qu'il y a des intervenants étrangers ou des intervenants mauriciens ou un peu de tout ou... La majorité des intervenants sont mauriciens et d'autres comme moi et peut-être une autre en journalisme Laurent Dubourg qui sont des Français établis à Maurice, donc qui ont pris beaucoup d'habitude à Maurice. Alors, donnez-nous des exemples. Alors, les exemples d'intervention, oui. Les conférences débats. Bon, je vous donne un exemple. Le journalisme, Internet et la presse, l'influence des réseaux sur la pratique journalistique. Voilà, Laurent Dubourg qui fait cette intervention. On a Salim Kodabakes qui fait l'histoire de l'art et qui intervient sur l'art contemporain, cette fois-ci. On a les femmes mauriciennes et le VIH par le sociologue Ibrahim Kouderet. Donc moi je fais une intervention sur Socrate, une des grandes figures de la philosophie de l'Antiquité grecque. Voilà. On a l'Europe des Lumières par Marina Sala en littérature. Donc voilà des exemples assez larges, hein. Bon, là, je n'ai pas le cinéma sous les yeux, mais on a le cinéma, on a la photographie aussi. Ce sont des films européens, indiens, occidentaux, chinois. Il a parlé je sais qu'il a parlé du cinéma européen, américain, il a parlé du cinéma de Bollywood, il a parlé du cinéma mauricien quand même. Parce que ça existe. Et parce que ça existe. Parce qu'il y a des metteurs en scène, dont celui qui fait la conférence débat, David Constantin, est un metteur en scène mauricien. Alors justement, il a aussi axé sur le cinéma mauricien, tel qu'il a existé, qu'il existe maintenant, et aussi qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut développer encore plus, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc vous voyez, on a tous les types de cinéma, on va dire. Et pour revenir à votre dada, Socrate, Platon, Aristote, est-ce que ces gens-là ont quelque chose à nous dire aujourd'hui? Justement, la philosophie, alors j'ai fait l'année dernière et cette année la philosophie de l'Antiquité. Alors on peut se dire, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire avec des philosophes qui ont 2500 ans d'âge, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Eh bien justement, ils ont beaucoup à nous dire. Hein. Ils ont beaucoup à nous dire sur les questions qu'on se pose, sur l'existence, sur la souffrance, sur la politique. Ils ont, je crois, beaucoup à nous dire. Et c'est justement le plaisir que je prends justement avec les intervenants et le public surtout à échanger là-dessus, hein, parce qu'on a toujours ce genre de questions. Qu'est-ce que ça peut nous apporter, Socrate, Aristote ou les épicuriens, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ça nous apporte beaucoup de choses. Et en effet, vous allez organiser une semaine de philosophie. Oui, une semaine nationale de la philosophie qu'on fait depuis 2 ans, donc c'est notre 3e année. Et qui a lieu du 18 mars au 25 mars. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant cette semaine? Alors, pendant cette semaine, on essaie de faire des manifestations culturelles très larges. Alors, on va faire un café philo sur enrichissement, sur l'enrichissement de l'autre. Est-ce que s'ouvrir à l'autre, ça nous enrichit ou ça nous appauvrit? On va faire une intervention ensemble d'ailleurs.
sur la philosophie des Lumières, quelle est sa pertinence aujourd'hui, hein, est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire, la philosophie des Lumières, est-ce qu'elle est toujours pertinente? On va faire une projection d'un film, Le long de la rose, avec un débat après. Donc vous voyez, on essaye de faire plusieurs types d'activités, hein, pas que des conférences ou des... C'est très bien et je propose à nos téléspectateurs de consulter Le Mauricien chaque samedi. C'est ça. Sous l'agenda, il y a toujours des indications de cours à venir et de semaines philosophiques. Exactement. Et est-ce qu'il y a un website? Oui, il y a un website qui s'occupe, qui est pour l'Université populaire, qui est upmaurice.wordpress.com. On passe ça dans quelques secondes. Merci bien, Joseph. Merci d'être venu nous parler de cette merveilleuse initiative, l'Université populaire, à laquelle je voudrais participer. Et j'invite nos auditeurs, nos téléspectateurs à participer aussi à l'avenir. Merci beaucoup.